C'est le moment de la pige. Ah, j'ai Et peur. je t'ai fait peur, hein? Ah Je ouais. sais. Mon rire diabolique fonctionne à tout coup. Aujourd'hui, pour la pige, nous avons Mergrine. Mergrine, podcasteur français de la France, normalement, pas juste français de la langue, là, on parle de pays. Non, pas que francophone, effectivement. Je suis un cousin de la France métropolitaine, centre de la France. Plus au centre, il n'y a pas. Vraiment le milieu, là. Ah ouais, je suis au milieu. Si on mesure toutes les extrémités des délimitations, milieu. Milieu, de l'est à l'ouest, de nord au sud, je suis au milieu. Mais ça doit être dur de ne pas pouvoir bouger de là tout le temps, là, de toujours C'est rester assez là. pénible, j'en conviens. Non. Je Stuck in the comprends. middle of you. Moi, je suis un petit peu intéressé parce que quand on se parlait sur Discord, tu me demandais si tu pouvais faire ton accent québécois, que tu pouvais chanter du Robert Charlebois. Donc, je dois dire que j'étais un peu curieux d'y ressemble à quoi ton accent québécois. Alors, je suis pas sûr de mon accent québécois. Par contre, je suis sûr de mon Robert Charlebois, quoi. OK. Amis québécois, chers cousins, vous nous avez envoyé de la merde ces dernières années. Vous nous avez envoyé du Céline Dion, du Garou et du Isabelle Boulay, en veux-tu, en voilà. C'était vraiment pénible. Mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas que vous nous avez envoyé des merveilles auparavant. Mais quand je dis des merveilles, c'est magnifique, c'est à tomber par terre. J'en ai écouté encore cet après-midi, je me suis fait du Robert Charlebois, en veux-tu, en voilà, du Diane Dufresne, du Beau Dommage. Voilà, merci pour tous ces cadeaux que vous nous avez offerts. Le seul problème avec Garou, c'est on vous l'a envoyé, mais vous nous l'avez renvoyé. Mais oui, par contre, si vous pouviez nous récupérer notre ancien ministre de la Justice qui s'est maqué avec Isabelle, ça serait bien. Oui? OK, ben je vais voir quel deal échange de on bons peut faire. procédés. Vous n'avez pas voulu garder un ancien ministre à nous qui s'appelait Juppé aussi, qui était venu faire des piges chez vous. Alors, des piges chez nous, ça veut dire des travaux d'intérêt général. Mais... Ah non, ici, des piges, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est un tirage au sort. Oui, des piges. Avant qu'on fasse la pige, je voulais te demander, est-ce que tu as un Joker, un film d'horreur que tu voudrais vraiment, mais vraiment pas voir? Il y en a un, mais il est tellement récent que je doute qu'il soit dans tes piges. OK, on va voir. On pourrait surprendre. Et je l'ai dit dans un ou deux podcasts, j'en ai pas fait des kilos, mais je le déteste vraiment. Mais vraiment, OK. j'ai trouvé ça... Ignoble? J'ai trouvé ça ignoble et puis sur le fond, nul, quoi. Enfin, vraiment dérangeant. Je te le dirai rien qu'à toi. Attends, j'approche mon oreille. Ça s'appelle The Substance. Ah! Le film qui a fait un... Wow! Ouais. Et c'est tellement mauvais. Je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas vu encore. Tu peux t'épargner des douleurs. Ben, j'ai toujours un peu de problème. Quand les gens hype un peu trop un film, j'ai toujours le même problème. Même si le film est bon, je vais le trouver mauvais parce que le hype m'a donné trop d'attentes. Ouais, mais alors tu fais comme moi, t'attends 2 ans. Ah oui? Quand j'ai trop d'attentes, je fais... Où il y a trop de bruit autour, j'attends, mais vraiment longtemps. J'attends 2 ans, et après, tout le monde est retombé. Dans certains cas, même, il est oublié. Et là, je dis, ah, c'est bon, je peux le regarder. Mais il faudrait que je fasse ça aussi parce que j'ai eu des déceptions par le passé, puis en les réécoutant, je suis comme, ben voyons, c'était bon finalement. Tu sais, il y en a qui sont passables, il y en a qui sont bons, mais The Substance, ce n'est pas dans ta pige. Et je dois avouer que je ne l'ai pas vu, mais il est effectivement dans la boîte. Il est dans la boîte, bon. Oui, je mets la boîte à jour quand même avec les nouveaux films. Ah, ça se coupe fort, là. Ah ben oui, il faut. C'est comme ça que le petit papier blanc vient. En pognant la boîte. En la brassant, le secouant. Bref, j'ai un petit papier dans mes mains. En fait, j'en ai même 2, fait qu'on va en laisser tomber un. C'est le film... Oh, l'autre côté. Silent Hill.
Yes! Christophe Gans. Le premier, évidemment. Le premier, Silent Hill. Merci pour le premier, parce que le 2, je l'ai vu aussi et compliqué. Ils ont déjà fait un problème, selon moi. On va en parler dans le podcast. On va en parler du problème du 2. Mais oui, on en parlera. Film basé sur un jeu vidéo, c'est le premier jeu Silent Hill. Donc, je comprends que tu as vu le film et que tu l'as aimé. J'ai aimé le film et j'adore son réalisateur que je suis depuis que je suis tout petit. Est-ce que tu sais que c'est aussi lui qui va réaliser le 3e film de Je le Silent sais. Hill? Oui. Et ça va être basé sur, selon moi, le meilleur jeu de la série, le 2e jeu. J'ai hâte de le voir. Alors, sache que je n'ai jamais joué à aucun Silent Hill. Ben dans ce cas-là, ce que je vais faire pendant le podcast, je vais amener peut-être les différences entre le premier jeu et le premier film. Comme ça, je vais pouvoir te faire plein de petits fun facts. Eh oui, et moi, c'est un avantage que j'ai, c'est que je peux apprécier le film pour le film et pas par rapport au jeu vidéo. Exactement, c'est le fun aussi d'avoir la perspective de quelqu'un qui avait pas les attentes du jeu, qui savait pas nécessairement quelle était l'histoire et tout ça. Et quand je l'ai vu, je ne connaissais rien du jeu à part que c'était un jeu d'horreur, quoi. Mais je n'avais aucune idée de quoi ça parlait. Donc, je crois que tu es exactement la bonne personne pour ce film. Je suis la bonne personne en toutes circonstances. Les bar mitzvahs, les mariages, les enterrements et plein d'autres choses. Les enterrements, est-ce que tu es aussi drôle que dans les mariages et les bar mitzvahs? Alors, je préfère les enterrements au mariage. OK. Parce que je trouve les gens beaucoup plus sincères. Il y a moins d'hypocrisie dans un enterrement que dans un mariage. Ben moi, j'ai toujours l'impression que dans les enterrements, on oublie toutes les mauvaises choses que la personne a faites. Ça devient juste comme toutes les beautés qu'elle a faites. Enfin, ça dépend de la personne. Hein. Ah ouais, non, mais il y a des trous de cul partout, même dans des cercueils. Tu crois que Justin Trudeau pourrait être aimé à son enterrement? Ben, j'ai un problème avec Justin Trudeau. Il est trop mignon. Ah, exactement! Il est trop cute! Je suis comme, oh my god! Tu sais, genre, il cognerait à ma porte puis il dirait, genre, comme, je veux aller sur une date avec toi, puis je dirais oui tout de suite. Oui, il est joli. Oui. Ben oui. Oui. Mais bon, il y a d'autres problèmes, mais ça, c'est pas important. Quand tu as la beauté. La beauté est un luxe indécent parce qu'elle n'est pas offerte à tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais non, regarde, oui, mais nous, on l'a. Évidemment, nous, on a ce privilège. On a ce privilège, mais d'autres ne l'ont pas. Moi, j'ai le petit Jessica Rabbit, comme mon coiffeur appelle. Tu sais, il appelle ce petit pli-là le Jessica Rabbit. Et c'est assez réussi, hein? Oui, je sais, c'est bien. Puis c'est tout pas à fait sur naturel. La couleur. Non, pas sur la couleur, c'est pas très Jessica Rabbit. Non, j'ai les cheveux rouges. Je suis pas sûr que... Je pense pas que ça me ferait si bien que ça. Je crois pas, non. Non, hein? J'essaie d'aller vers mon poivre et sel naturel, là, tranquillement, pas vite. Donc, écoute, c'est ici qu'on se laisse parce que nous, on doit aller voir un film. Oui, il faut qu'on le revoie quand même. Oui, exactement. Et puis en plus, il y a une actrice que j'adore. Moi aussi, personnellement, j'adore ce film-là. J'avais beaucoup d'attentes. On va en parler dans le podcast. J'ai juste envie d'en parler. Donc, nous, on va écouter le film parce que, dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir?
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes de retour après avoir écouté le film Silent Hill. Silent Hill. Pourquoi j'ai dit Silent Hill? Non, c'est quoi mon problème dans la vie? Bref. Parce que t'as un Français en face de toi. Oui, je suis en train de te voler ta personnalité. Donc, on a vu Silent Hill. Silent Hill aux États-Unis en version originale, Silent Hill en France, Silent Hill au Québec. Et oui, on a tous le même crise de titre pour le film pour une fois. Juste avant d'embarquer dans le sujet principal, comme toujours, je ne suis pas un podcast pas à pas. C'est vraiment plus une conversation de salon que j'aime appeler. Si vous cherchez des pas à pas, je vous recommande Terreur sur le pod, Cinérum, Horreur Podcast Québec, qui sont d'excellents podcasts de films d'horreur qui font un pas à pas du film et parlent du film avec des personnes rocambolesques à écouter. C'est un spoiler podcast, chose que des fois j'oublie de dire, donc ça serait préférable que vous ayez écouté le film avant parce que toutes les punchs vont sortir, on va dire toutes les punchs, sans exception. Préparez-vous. Et j'ai avec moi Mergrine, podcasteur français de la France, cinéphile, amateur de films, probablement. Tu fais des podcasts sur des films. Exactement. Finalement, ta vie, c'est le cinéma. Une grosse partie. Non, ben c'est sûr que tu as quand même un travail, une famille. Oui, des enfants, tout ça, mais sinon, depuis très longtemps... C'est en bas des films, hein, non? Non, t'inquiète, j'en regarde pas mal. J'aime toujours poser quelques petites questions à mes invités pour un peu connaître leur univers horrifique de films d'horreur. Donc, je vais te poser ma première question. Un film que tu as aimé et pourquoi? J'aurais pu te citer mon film préféré d'horreur et de partout, voilà, que je mets au top, c'est le Alien de Ridley Scott, 1979. Le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, il ne bouge pas, il est là et tout. Mais ça aurait été trop facile. Un personnage féminin fort et magnifique. Mon chat s'appelle Ripley, by the way. Ah, tu l'as pas appelé Jonesy? Non, elle s'appelle Ripley. Ok. Parce que j'ai décidé que c'était, quand elle est juste ici, j'ai décidé que c'était une femelle forte. On va parler de femelles fortes ce soir. Oui. C'est pas bien. De femelles. Ouh! Ah, c'est des femmes, des femelles hommes, des homo sapiens femelles. Oui, exactement. Comment rattraper avant de se faire canceller? Donc, un film fantastique que j'aimais, mais qui soit pas non plus complètement hyper connu pour que tu puisses le rajouter dans ta boîte à malice. Eh ben, je vais prendre un film canadien, un film de chez toi. Je vais te le dire rien qu'à toi. Ça s'appelle Pontypool, de Bruce McDonald. C'est sorti en 2008. Pontypool, ça parle de quoi? Ça parle d'une invasion zombie, mais à travers une émission de radio. Tout se passe dans le studio de la radio. Et avec un animateur un peu connard, un peu imbu de lui-même, prétentieux, désagréable. Et puis il va recevoir des appels qui sont tous plus bizarres les uns que les autres et qui ont l'air vrais. Et puis il y a le réalisateur de l'émission qui est en face de lui, il va se poser plein de questions. Ça monte en tension, il va se passer des choses. Et c'est très, très, très bien. L'acteur est formidable. Et je le recommande vraiment chaudement. Ça s'appelle Pontypool. Film que je n'ai pas vu. Film et qui n'était pas dans ma liste Donc là, tu viens de te le brûler pour film que je vais rajouter dans ma liste que je vais te poser dans 2 questions. Eh oui. Ah mince, j'ai parlé de ça. J'ai fait une erreur. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Tu vas en trouver un autre. Je vais en trouver un autre. T'inquiète, j'en ai plein. Le film va clairement sur ma liste de films à écouter et sur ma liste à pige. Et donc, que j'ai pas aimé. Un film que t'as pas aimé. Un film que t'as pas aimé et pourquoi tu l'as pas aimé? Alors, un film que j'ai pas aimé, que j'ai vu il y a 15 jours, qui est le remake prequel de The Thing, avec... Pourtant, je l'adore, elle est mignonne, je suis un peu amoureux chaque fois que je la vois. C'est Madame Ewan McGregor, c'est Elizabeth Winstead.
Elle est choupinette. Elle est choupinette. Et c'est une excellente actrice quand même aussi. Mais oui, je recommande, pour ceux qui n'ont pas vu, 10 Cloverfield Lane, qui est super. Elle tient le film sur ses épaules avec John Goodman. Elle est fabuleuse. Mais il y a beaucoup de films dans lesquels qu'elle fait juste crever l'écran complètement. Là. Mais oui, Scott Pilgrim vs. The World, elle est terrible. Exactement. Puis écoute, elle a une présence, un charisme, puis je sais pas comment dire ça, mais elle est magnétique. Exactement. Elle bouffe l'écran, comme on dit. Exactement. Mais tu n'as pas aimé ce film. Mais non, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça refait exactement The Thing, c'est-à-dire que ça ne change rien à l'histoire de base. Les scènes s'enchaînent, les acteurs sont pas ouf, très bons. Et des putains de CGI pour faire du body horror, je dis non. Je dis non, monsieur, ça ne marche pas. Arrêtez de mettre du CGI quand il doit y avoir du sang, des tripes, des boyaux, quand la peau est découpée. Il faut faire ça en physique, il faut faire ça en réel, il faut du latex, il faut de l'hémoglobine qui coule pour de vrai, sinon ça ne marche pas, monsieur. Il faut des effets pratiques. C'est ça que je dis. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Les scènes de CGI, dans la plupart des films d'horreur, c'est toujours désagréable, mais dans le body horror, c'est le pire. C'est le pire. Imagines-tu la mouche faite en CGI? On ne touche pas à la mouche. Chef-d'œuvre. Exactement. Ou ne serait-ce que le premier The Thing. On ne touche pas à The Thing. Pas bouger. Exactement. Tu ne peux pas, dans du body horror, il doit y avoir un réalisme que peu importe la qualité du CGI que tu vas mettre, n'est pas possible. Voilà. Fuck le CGI, excusez. Fuck le CGI. Dans le body horror. Exactement. Et dans d'autres trucs aussi, mais dans le body horror déjà. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose qui me trigger vraiment intense. Ça vient me chercher. Ça me met en tabarnak. Ça te met en rage. Ça vieillit jamais bien. Ça vieillit jamais bien. Jamais. Non. Tandis que prends des films comme The Fly, oui, tu remarques que c'est des effets pratiques. Ah non, mais même pas tant que ça. Mais c'est ça, mais ça vieillit super bien. La mouche, The Fly, je l'ai vu quand j'avais 13 ans et ça n'a pas bougé. Il est toujours intact. Je l'ai revu l'année dernière et il ne bouge pas. Il est parfait. Touchez pas. Et ce film-là me donne envie de vomir souvent. Le remake prequel, parce que finalement, à la fin, où tu apprends que c'est pas un remake, que c'est un prequel. Pour avoir la même histoire derrière. Tout du exactement. Bon, il s'est passé la même affaire. Exactement la même histoire. Hein. Mais ça se passait avant. Mais pareil. En tout cas, bref. Alors, je m'adresse à tous les producteurs, scénaristes du monde entier. Arrêtez les remakes, arrêtez les utilisations de licences. Inventez-moi des nouvelles séries, enfin, même pas des séries, des nouveaux concepts, des trucs que j'ai jamais vus. J'en peux plus, j'en ai marre. Qu'on me ressorte des trucs dont je connais déjà la fin et dont je connais déjà l'histoire et les protagonistes. Arrêtez, s'il vous plaît. Inventez-moi des choses. Ça, c'est fait dans les années 80, 90, 2000. Pourquoi on n'en fait plus? Parce qu'on a peur de perdre de l'argent? Mais moi, je m'emmerde devant vos films. S'il vous plaît, inventez-moi des trucs. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie d'être scotché à mon siège. Une chose que j'aime, puis peut-être que tu ne seras pas de mon avis, mais je suis fan des espèces de suites, mais comme 20 ans plus tard, genre. Tu sais, comme le Beetlejuice qu'ils ont fait. C'est comme Beetlejuice. Moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, le deuxième Beetlejuice. Non, je suis contre l'idée. Par contre, Psycho 2, ouais. C'est vachement bien. Oui, mais ça, c'est sorti pas longtemps après le premier aussi. Oh si, c'est sorti 15 ans après le premier. Ben, c'est pas si long que ça, 15 ans, là. C'est parce que t'es jeune, tu dis ça. Tu verras quand t'auras mon âge. Ben, je suis quand même pas si jeune que ça. Si, t'es encore frais. Regarde, moi, j'ai des... Tu vois pas que je grisonne? Regarde, non, mais t'as mis du blush ou quoi? Non, c'est... Regarde, j'ai des cernes jusqu'en dessous des narines.
J'attends encore qu'il fasse une suite au film Labyrinthe. Ouais, mais sans Jim Henson, ça va être compliqué. Hein. Je le sais, mais... Ah. Parce que si t'enlèves le génie de Jim Henson, ça marche pas. Hein. Enfin, si c'est pour avoir du CGI... Bah oui, mais c'est ce qui va se passer. S'ils font une suite à Labyrinthe... Mais je peux pas faire une suite à Labyrinthe avec du CGI. Ça doit être toutes des fucking marionnettes. Non, je pense que t'auras pas mal de CGI. Puis je vais aller à Hollywood, puis je vais tuer plein de gens. C'est vrai? Bah, ils ont l'habitude aux States, les mass murders. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je surprendrai pas personne. Non. Un film que tu penses que je n'ai pas dans ma liste et dans la boîte à pige. Dans la boîte à pige, est-ce que tu as The Battery? The Battery? Non. The Battery? Mais mon Dieu, tu as été chercher ça où? Ah! Je te dirais rien qu'à toi, j'ai mes petites sources. Ok, c'est quoi ce film-là? C'est un film de zombies américain. Ok. Tourné en 2012 pour la somme de $6,000. Ça a été tourné en 16 jours. Ok. Avec 2 acteurs. Et c'est un putain de grand film de zombies. Il y a juste 2 acteurs dans tout le film. Et des zombies, mais que tu reconnais pas. C'est du figurant. Mais ce sont 2 survivants au milieu d'une apocalypse zombie. Sauf que c'est pas des copains. C'était des collègues dans un magasin, je crois, qui travaillaient. Okay. Donc c'est pas des gens qui s'apprécient particulièrement, qui sont obligés de cohabiter pour survivre. Je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de films que j'ai pas vus que ce que je pensais. Toujours. C'est toujours comme ça. Et c'est une merveille, et ça donne de l'espoir à plein de gens parce que ça a été fait avec $6,000 et ça ne $6,000 et ça ne se voit pas. T'as l'impression que c'est une petite série B tranquille. Eh bien, ça se rajoute à ma liste. Et les 3 derniers quarts d'heure se passent entièrement dans une voiture, un break, un sport wagon. Et ils sont entourés de zombies, coincés. Dans la voiture? Dans la voiture. Et tout est fait à l'intérieur de la voiture. C'est génial. Fait que tu m'as fait rajouter Pontypool et The Battery aujourd'hui. Écoute. Tu peux... Alors, j'allais dire, tu peux y aller les yeux fermés. Ouvre-les quand tu regardes le film. C'est mieux. C'est mieux. Ouais, non, je vais tenter de faire ça. Mais... c'est des très bonnes surprises. Les deux titres que je t'ai donnés, c'est des titres qui prennent toujours un décalage par rapport à ce qu'on connaît. Ils vont dans une direction différente. Voilà, c'est une variation sur le thème et c'est toujours agréable de se faire surprendre sur comment on met un pas de côté et comment on raconte une histoire différemment sur un même thème. On est ici pour parler de Silent Hill. Donc, Silent Hill, et j'avais fermé la page IMDb pour donner des informations sur Silent Hill, donc je vais la réouvrir. Donc, Silent Hill, film basé sur le jeu vidéo du même nom, dirigé par Christophe Gans, écrit et scénarisé par Roger Avary, qui met en vedette Radha Mitchell, Laurie Holden, Sean Ben, Deborah Karahunger, Kim Coates et Alice Cridge et Jodelle Ferland pour ce qui est des rôles principaux. Film qui est sorti en... Attendez, je cherche la date. 2006! Déjà, 20 ans. Il a bientôt 20 ans. Ah oui, hey, c'est fou. Oh my God. Et il n'a pas vieilli. Mais moi, ça me rajeunit pas, par exemple. Bah non. Il n'a pas vieilli et très bien. Alors, précision pour tous tes auditeurs qui sont là à se dire, mais alors qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport au jeu? Je n'ai jamais mis un doigt sur un pad ou sur un clavier pour jouer à Silent Hill. Je suis vierge du jeu Silent Hill et j'adore le film. Et moi, j'avais joué au jeu bien avant que le film sorte. J'étais un fan fini de la série de jeux.
à l'époque, il y en avait déjà quelques-uns qui étaient sortis. Et je les jouais dès qu'ils sortaient. C'est une série de jeux là, qui sont rendus, je pense, à 8 ou 9 jeux. Là. Mon préféré, c'était Silent Hill 2 en tant que jeu, qui n'a pas été fait en film, mais qui va sortir, réalisé par Christophe Gans prochainement. Ok, excusez. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, oui. on va le dire, le film est quand même très réussi, le premier. Oh, le premier film est excellent. Et justement, parlant d'excellent, quelle note as-tu mis à Silent Hill sur 5? Après beaucoup de réflexion, sachant que je suis quelqu'un d'impitoyable, je suis quelqu'un de dur, sévère, mais juste, j'ai mis la note de 3,75 sur 5. Ce qui, en France, correspond, je traduis pour les non-comprenants, à un 15 sur 20 à peu près. Et je suis très généreux là-dessus. Je suis quelqu'un qui note très, très, très durement. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je dirai un peu plus tard pourquoi. Et il a des bonnes raisons. Comme vous savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, je vote beaucoup avec mes émotions, avec mon cœur, avec les sensations. Et ma note de début n'est jamais la même que ma note de fin, parce que je suis incapable de me décider. Mais je vais commencer l'épisode avec un 4,6 sur 5. Monsieur est grand, monsieur est beau, monsieur est généreux, monsieur distribue les points. Comme il distribue. Écoute, je ne sais pas si tu as écouté le quiz film d'horreur que j'ai fait avec Bibou et Bibounette, mais je donnais des points. Je ne connais pas ces gens. Je n'ai aucun rapport avec ces gens. Je ne les connais pas. Je ne veux pas savoir qui ils sont. Les Rennais doivent rester à Rennes. Je tiens à dire que je n'ai pas enregistré une émission dernièrement avec eux qui s'appellerait Les Connards déchaînés. Donc, ne me parle pas de ces personnes. Ces personnes, je ne les connais pas. D'accord. Et si je les connaissais, je pense que je les détesterais parce que ce sont mes connards à moi. Voilà. Donc, j'ai enregistré un quiz avec des connards sur les films d'horreur. Et je donnais des points 5 points par-ci, des points 25 points par-là. Moi, des points, je donne ça comme je donne du chocolat. Écoute, on va commencer. Je pense qu'on va y aller avec le début du début. De l'origine. De l'origine. On va juste donner un mini résumé du film, tranquillement, pas vite. Dans le fond, c'est une petite fille qui a des problèmes de somnambulisme puis des problèmes bizarres. Et sa mère décide de l'amener dans la ville, que la petite fille parle dans ses rêves puis ses somnambulismes. Finalement, il arrive à la ville, accident d'auto, la mère perd la petite fille, cherche la petite fille dans la ville, mais plein de choses bizarres se passent, puis elle rencontre des gens fuckés en esti. Non, ils sont pas très bien, les gens. Non, il y en a quelques-uns qui ont une petite coche qui manque. Ouais. Juste une petite coche. Je vais faire peut-être des petits parallèles avec le jeu pour amener un peu, parce qu'il y a quand même des petites différences, même si l'essence est quand même là. La plus grosse différence dans le jeu, c'est qu'au lieu d'être une mère qui cherche sa fille, c'est un père qui cherche sa fille. Chose que dans le jeu, c'est un père qui cherche sa fille. Ouais. Et chose que le changement a été fait par Christophe Gans, parce qu'il trouvait que c'était plus intéressant de mettre en parallèle une mère qui cherche sa fille versus la relation mère-fille des antagonistes, puis les monstres, puis les créatures, tout ça. Bah, c'est le gros thème central du film, c'est la maternité et les relations mère-fille. Exactement. Chose qu'on retrouve autant dans la relation entre Sharon, puis le nom, j'oublie tout le temps le nom de la mère, entre la mère d'Alessa puis Alessa, aussi la chef de culte avec ses cultistes. Puis j'y ai pensé un petit peu, mais aussi un peu avec la policière qui a un rôle un peu maternel protecteur à un moment donné. Alors, ouais, moi j'ai un truc que je me suis demandé avec la policière. Est-ce qu'elle n'a pas un rôle paternel? D'une certaine façon, peut-être, oui. Est-ce qu'elle pourrait pas... Alors là, je vais aller très loin. Hein. Oui. De par la manière dont elle est affublée, très masculine et tout ça, est-ce que ça pourrait pas être presque un
love interest queer? Peut-être, mais je pense que aussi... Il y a une imagerie qui est utilisée comme ça, je trouve. Mais elle amène, oui, le côté qui va normalement être plus masculin dans un film, qui est le côté protecteur physique, protecteur physique, tu sais, comme c'est elle qui va attaquer, c'est elle qui va se battre, c'est elle qui va protéger, qui va utiliser un fusil, tu sais, c'est elle qui va faire tout ce qu'on verrait comme un intérêt masculin. Puis oui, ça pourrait être d'une certaine façon un espèce de relation love interest s'il avait voulu aller dans cette direction-là. Ouais, mais comme on est dans un monde un peu parallèle et tout ça, tu pourrais te dire, tiens, pourquoi pas? Exactement. Parce qu'il n'y a quasiment que des femmes dans cette histoire. Oui, pratiquement que des femmes. Encore une fois, fait fun fact, Christophe Gans, sur qui on va revenir dans 2 petites secondes, parce que c'est quand même important de parler de Christophe Gans. Christophe Gans, au départ, le script incluait pas les parties avec le père et le policier. C'était vraiment genre comme un script très centré sur les autres personnages. Et les studios, ils ont renvoyé le script en disant « ça manque d'hommes ». Et donc, ils ont rajouté l'histoire avec le père et le policier pour rajouter de la testostérone dans le film. C'est marrant parce que la testostérone dans le film, en fait, c'est les moments de pause. C'est-à-dire que le film est très tendu, fait peur. Et les moments, les scènes de la narration où on voit effectivement Sean Bean et le policier qui mènent une enquête parallèle à ce qu'on voit, parallèle au déroulement de l'histoire, c'est des moments où on souffle un peu, quoi. On fait deux secondes, je reprends mes esprits, tac, ok, c'est bon, on peut repartir dans l'horreur bien dure, bien saloperie, bien crade, voilà, on peut y retourner. Mais c'est des bouffées d'air, des bulles d'oxygène. Mais c'est vrai que ça rajoute une espèce de retour un peu comme... En même temps, c'est ça dans le film aussi, mais un retour à la réalité, parce que les autres, ils sont dans le vrai monde, entre parenthèses. Parce qu'il y a 3 mondes dans Silent Hill. Le vrai monde, Silent Hill, puis la version Evil de Silent Hill. Fait que, tu sais, c'est comme... Sachant que déjà, quand elle n'est pas evil, c'est pas ouf quand même. Ben, c'est ça, c'est... Mettons, comme tu disais, c'est sale. C'est sale. C'est sale, c'est pas Cancun, c'est pas très lumineux. Il y a des cendres qui tombent du ciel en permanence. Ouais. Chose différente dans le jeu, c'est de la neige et non des cendres. Oui, mais au cinéma, c'est beaucoup plus facile de gérer les cendres, et c'est Que de déjà la bien neige. chiant, que de la neige à faire, parce que la neige, c'est très très dur à maintenir et tout ça. Et je trouve que l'idée marche très bien, parce qu'en plus, c'est justifié dans l'histoire. Le feu qu'il y a eu dans les mines. Voilà, et il y a des cendres qui tombent en permanence. Donc tout se tient, tout colle. Moi, j'achète. Oui. Non, moi aussi, j'achète solide. À aucun moment, je me suis dit ça devrait être de la neige, pas de la cendre. Je m'excuse. À aucun moment. Puis même, chose vraiment très, très intense, ils ont changé le personnage principal d'un homme vers une femme. Et je dois avouer que quand le film a commencé, au début, j'étais comme Mais plus le film avance, puis plus je suis comme c'est le meilleur choix qu'il ne pouvait pas faire. Ben oui. Exactement. Bref, on va arriver sur Christophe Gans, réalisateur du film, directeur, Christophe Gans. Moi, je vais l'avouer, je ne connaissais pas beaucoup Christophe Gans. Je savais, il y a des films que j'avais vus, qu'il avait réalisés, mais que je ne savais même pas que c'était lui. Oui. Excellent. Donc, est-ce que tu peux me parler de ta connaissance de Gans? Parce que tu m'avais mentionné que Christophe Gans a alimenté ton désir cinéphile. Christophe Gans est un journaliste à l'origine. C'est un journaliste qui a fondé une revue en France qui s'appelait Starfix. Le premier numéro de Starfix à l'origine était sorti pour la nomination de Dark Crystal. Donc, on est en 1981. Moi, je découvre Starfix et prix spécial du Festival du film d'Avoriaz. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'était un magazine qui nous montrait un cinéma un peu différent. On avait peu de magazines qui nous parlaient de films fantastiques, de films d'horreur, de films d'action, et Starfix était là. Et le rédacteur en chef, c'était monsieur Christophe Gans. Et donc, il m'a ouvert plein de portes, parce que je lisais ses articles avec avidité,
Et le jour où il a commencé à faire du cinéma, c'était avec un producteur qui s'appelait Samuel Hadida, qui était le président de Metropolitan. Il s'entendait bien avec lui, mais il lui a dit « Écoute, Christophe, il faut que tu fasses tes preuves. » Et il l'a mis sur un film à sketch qui s'appelle Necronomicon, que je recommande, qui est très très bien, qui prend l'univers de Lovecraft et qui prend 3 histoires de Lovecraft, du Cthulhu, des choses comme ça, des trucs bien horrifiques, bien body horror. Et le meilleur segment a été réalisé par Christophe Gans. Là-dessus, il l'enchaîne. Pim pam poum, tu vas me faire une adaptation, toujours produit par Samuel Hadida, de Crying Freeman. Crying Freeman qui était un manga complètement génial. J'aime pas les mangas. J'aime bien les vieux, mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Mais les mangas, il y avait Crying Freeman, un truc d'action, un tueur qui voulait pas être tueur, mais qui est tueur quand même. Doit éliminer des gens et tombe amoureux d'une de ses victimes. Très bonne adaptation, Marc Dacascos, avec le style manga respecté et tout. Pim pam poum, ça cartonne. Avec un acteur, donc le film que je me rappelais pas, mais dont j'ai vu que l'acteur, je me suis rappelé du film juste parce que j'ai fait oui, le tatou, puis l'acteur était beau. Ah, il est beau comme un dieu. Marc Dacascos qu'on retrouve dans le 3e film de Christophe Gans, qui est Le Pacte des Loups, ultra gros carton en France et quand même pas mal à l'international. Ah oui, ben même ici, là, on considère que c'est un excellent film, là, t'sais. Puis souvent, les Québécois, on a tendance à pas aimer les films qui viennent de chez vous. Je savais même pas que c'était lui qui l'avait réalisé, pour être honnête, là. Puis j'ai fait comme « Oh! Oh! » Mais on reconnaît aussi un peu son style, par contre. Oui, comme, tout à fait. Il y a une espèce d'émotionnalité puis de profondeur qu'on reconnaît dans... Et ben même dans Silent Hill, il garde un côté très européen dans sa réalisation, qui est même inspiré du cinéma italien, des giallo, de choses comme ça. Et puis il nous a réalisé une adaptation de La Belle et la Bête, dont je ne suis pas énormément fan. Avec Vincent. Film que j'avais vu principalement parce que je trouvais Vincent Cassel beau à l'époque. Oui, mais ça c'est ton appétit sexuel qui t'a conduit par là. On en est tous là, mon pauvre. Ah oui, on a tout un petit côté. C'est comme. On a des crunchs. Oui, pour moi, c'est comme un film avec Louis Garrel. C'est automatique, je vais l'écouter. Genre, c'est immanquable. D'accord. C'est ton kink, c'est ta carte. Oui, c'est. Mais c'est ça. J'ai des problèmes mentaux, OK? Excuse-moi. Oui, mais ça peut ne pas être un problème. Hein. Être gay, c'est pas grave. Hein. Il y a pire que Louis Garrel, quand même. Il y a pire. Et donc, maintenant, c'est quoi son prochain film? Bah, c'est Silent Hill. Le vrai Silent Hill 2. Le vrai 2, pas l'espèce de bousasse forme qui nous est sorti. Donc, moi, quand il y a un film de Christophe Gans, je dis oui et j'y vais. Christophe Gans, ça me surprend qu'il n'ait pas réalisé plus de choses, par contre, parce que... Je sais pourquoi. Ah oui? Vas-y. Ouais, il est chiant. C'est-à-dire que lui, il dit, je prends un projet, je veux que ce soit mon projet. À partir du moment où j'ai la réalisation, je veux ci, ça. Par exemple, il voulait faire l'adaptation d'une BD française qui s'appelle Rahan. Qui est un homme préhistorique qui arrive près de plein d'aventures, mais il voulait que ça soit qu'il n'y ait pas de dialogue en français ou en américain ou en une langue connue. Hein? Du tout? Non, il voulait utiliser une langue indo, un truc d'origine, même pourquoi pas inventer une langue, mais pas des trucs articulés, quoi. OK. Ça aurait peut-être été bizarre, mais ça s'est fait. Non? Il est chiant parce qu'il veut avoir le contrôle de son film. Et aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, et les studios n'aiment pas ce genre de réalisateur-là parce qu'ils peuvent pas les contrôler. Mais par contre, comme il a cartonné avec Silent Hill, parce que tout le monde a reconnu que c'était un bon film, que le film a marché, ils ont dit « Ok, si tu veux faire Return to Silent Hill, on te le file. » Parce que si on le donne à quelqu'un d'autre, ça va mal se passer, comme l'histoire l'a déjà démontré. Avec Silent Hill 2 qui ont tout à fait scrappé en scrappant le punch du film. Bref. On va pas aller vers le triggering Silent Hill 2. Recentrons-nous sur l'excellence du nouveau. Qui a quand même une myriade de bons acteurs. Une myriade de bons acteurs et surtout de bonnes actrices. Oui, beaucoup de bonnes actrices et
un ou deux bons acteurs, là. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont quand même Ils sont peu juste en un ou deux. background. Ils sont un peu en background et c'est Oui. très bien comme ça. Je suis très heureux d'avoir un film de gonzesse. C'est bon, ça fait du bien et elles sont formidablement mises en avant, à commencer par la merveilleuse, radieuse, solaire. Quand j'ai pas tous les adjectifs. Elle est aérienne, elle est magnifique. Je parle de Radha Mitchell. Qui joue la mère qui cherche sa fille, Rose Da Silva? Da Silva? J'avais oublié le nom. Oui, c'est Rose Da Silva. Oui, j'ai encore IMDb d'ouvert. Et oui, c'est bien Da Silva. Non, mais écoute, un peu de Portugal au milieu de tout ça, ça fait du bien. Mais excellente actrice, ils ont fait un excellent choix en la sélectionnant. Tu sais, comme au départ, ils voulaient comme une petite brunette, tu sais, un peu à la Mila Jovovich, là, même que Mila Jovovich avait auditionné pour le rôle. Puis finalement, quand Radha Mitchell elle a fait l'audition, ils ont fait non, garde, on s'en fout qu'elle ne fit pas avec la description qu'on a, on la veut. On la veut. Non, elle est fantastique. Moi, je l'avais adorée dans Au trouble, Rag, solitaire, féroce chez vous. Féroce. Où elle se bat contre un crocodile géant. Je l'avais adorée dans Pitch Black, je l'avais adorée dans d'autres trucs. Elle était dans une rom-com, je sais plus. Là, elle joue la mère en détresse, donc ce qui prouve qu'elle peut aller de la nana conductrice de vaisseau spatial badass qui affronte des aliens à mère en détresse qui va chercher sa fille et qui est prêt à sacrifier sa vie. Moi, je la trouve fantastique. Je dis oui, Madame Mitchell. Je dis oui, Radha. Viens à moi, viens à nous. On te veut plus souvent à l'écran et malheureusement, on ne la voit pas assez. Et excellente représentation pour le personnage de la mère, que elle a cette espèce de fragilité de mère de j'ai perdu ma fille, mais en même temps, elle n'a pas fait un personnage qui se retrouve, tu sais, genre, ils nous ont pas fait une braillarde, c'est ça que je veux dire. Là, non, c'est une battante. C'est ça. Elle va se battre. On voit qu'elle a une énergie intérieure. L'amour de sa fille la porte et qu'elle va aller. Elle n'est pas là à s'effondrer au moindre truc. Après, elle a des moments de tension. Et moi-même, dans le film, je dis oh, bah, moi, je serais peut-être parti en courant. Tant pis, la gamine, elle peut crever. Moi, à un moment donné, je me serais dit hey, ça vient de m'arriver. Ma fille est clairement morte. Je m'en vais. Genre. Bah oui. T'sais, mon enfant de 8 ans a clairement pas survécu à ce que j'ai survécu, genre de peine et de misère. Là. Ouais. Et d'ailleurs, ça se trouve, c'est ce qui s'est vraiment passé. Aussi, Laurie Holden qui joue Sybil Bennett, la policière. Encore une fois, excellente actrice. Là aussi, alors là, c'est moins le côté amoureux que le côté hétérosexuel qui parle chez moi, où effectivement, le petit pantalon cuir moulé avec le gun, tu fais yes, je peux y aller, je suis ta chose, fais de moi ce que tu veux. Oui, madame, oui, oui maîtresse, oui, mets-moi en prison et fais-moi subir les pires outrages. Pas de problème. Je signe. Mais... Non, elle est sexy en diable et elle joue super bien. Non, je déconne. Ok, Non, mais écoute, gars, même moi, je suis homosexuel, puis son pantalon qui lui moule, qui lui fait une paire de fesses, ma foi. Je sais que c'est pas très bien parler d'une femme au niveau physique, mais ça lui fait une paire. Écoute, genre, même moi, j'étais comme, ouh, wow. Non, mais elle est sexue à mort. C'est un désir du réalisateur. Voilà. Et elle est plus que ça en plus. Mais... Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à la faire sexy sans montrer sa peau. Non, à aucun moment il y a de la nudité, il y a quoi que ce soit. C'est encore mieux. Puis en plus, elle a normalement, tu sais, elle a les cheveux courts, elle a une attitude un peu à la garçonne. Tu sais, quelque chose que normalement, ils ont rendu ça beau et sexy, genre. Elle a un côté maternel qui est plus paternel, plus physiquement protecteur. C'est elle qui va se battre, c'est elle qui va avoir le fusil pour protéger les gens. C'est comme, elle va vraiment avoir une énergie maternelle, mais masculinement maternelle, genre. Et elle a un côté aussi plus rationnel, c'est-à-dire,
elle sait dire non, là c'est dangereux, je passe devant, tout ça. C'est vraiment l'homme de la situation, aussi Mais- bizarre que ça puisse paraître. Et c'est génial d'avoir mis une femme. Mais chose aussi que je disais, actrice excellente parce que à un moment donné, elle se fait brûler au bûcher de la policière, pauvre elle. Ça m'a tellement fait de la peine qu'elle meure, là. Ouais. Parce que ce personnage-là, le personnage de Sibylle est dans le jeu. C'est un personnage que le père rencontre, justement, et tout ça. Mais dans le jeu, tout dépendamment de ce que tu fais dans le jeu, elle peut soit mourir ou survivre, tout dépendant de ce que tu fais. Ah oui, mais, voilà. Donc, Mais dans un film, tu n'as pas le choix de la fin. c'est ça, elle a tué. Et elle avait une réplique super cheesy qui est comme oh, maman, please be with me pendant qu'elle est en train de mourir. Super cheesy, super campy. Mais elle l'a fait, puis elle a enlevé tout le cheesy puis le campy, puis elle nous y fait croire que c'est à ça, que pendant qu'elle est en train de brûler, c'est à ça qu'elle pense, tu sais. Ouais. Ah ouais. Et en plus, comme le fondement, le fond du film, c'est la maternité et comment on gère la maternité, qu'on soit enfant ou mère, et ben ça a sa place. C'est pas complètement débile. Non, c'est excellent même. Dahlia Gillespie, la mère de la petite fille brûlée. La mère de la petite fille, la sœur de la foule, Ouais. Deborah Kara Unger. Ah, pardon. Oui. Deborah Karanger. Qui joue Dahlia. Oui, Dahlia, pardon, Dahlia. Oui. Ok. Deborah Karanger, voilà, je suis amoureux aussi. Il y a beaucoup de femmes dont je suis amoureux là-dedans. C'est pas un film pour toi, hein, si t'es gay. C'est un film pour moi. Non, mais c'est un film qui me permet d'aller chercher ma féminité intérieure. Ouais. Je l'ai vu dans notamment un film de David Cronenberg, dans Crash, et dans d'autres trucs. Chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle a souvent des petits rôles et elle transperce la pellicule. Et elle a des yeux, Ah, ses yeux, me fait mal. là. Oh, excusez. Elle est belle. Parce qu'elle est en lady dans le film. Hein. Il y a une scène où on la voit un peu normale, je crois. Quand il y a les flashbacks, il la montre, tu sais, mais il cache toujours un peu son visage, tu sais, comme dans les flashbacks, elle a soit quelque chose ou les cheveux. Puis à un moment donné, tu vois son visage complet, puis elle est tellement belle. Mais j'ai regardé un peu le making of, elle est même, tu sais, même pas trop bien filmée et tout. Elle est oh là là, elle m'énerve. Ouais. Puis elle a une présence. C'est pas elle qui a le plus gros rôle dans le film, mais elle a une présence. Ouais, non, elle rayonne. Comme je disais, elle a chuchoté pratiquement toutes ses répliques, genre comme ça donne une troisième dimension au personnage. Ça montre justement, puis elle est tout le temps un peu accroupie à terre. Ça montre cette femme-là qui a passé sa vie à s'écraser devant les autres. Souffrir, à être rabaissée. Ça. Tu sais, qu'on a profité du fait qu'elle avait de la misère à avoir sa propre voix. Sa sœur a profité de tout ça pour faire brûler sa fille, là. On s'entend-tu? Ça va loin en esti, là. Ben ouais, tout à fait. Excusez. C'est pas grave. Tes émotions t'emportent, mais t'inquiète, je suis là, je serai ton garde-fou, je te rappellerai quand ça vole trop loin. Si je me mets à crier, là, ça va trop loin. On parle de Laurie Holden, on en a parlé. Je voulais parler de... la petite fille, Jodelle Ferland? Jodelle. Elle est super. Toi, t'aimes pas trop. Ben, c'est pas que j'aime pas trop. Comme j'ai dit, je suis mitigé. Je trouve qu'elle joue la evil petite fille, la petite fille démoniaque. J'ai trouvé sa représentation de ça excellente. J'ai trouvé sa représentation de la petite fille qui se fait bully puis tout ça bonne. C'est sa représentation de la vraie petite fille qui, je sais pas, on dirait que ça me flattait dans le sens contraire du poil. Mais tu la vois peu finalement, cette version-là. Ouais, mais un peu au début. On dirait que j'avais plus de difficulté à y croire, genre. Parce que t'aimes pas les petites filles gentilles. T'aimes que les evil ou celles qui se font bully. Ben non, mais c'est parce que moi, j'ai pour m'en dire que toutes les petites filles qui ont les cheveux noirs sont pas fines. On s'entend aussi que c'est une enfant actrice, tu sais, puis que déjà qu'elle ait réussi à jouer un personnage démoniaque. Moi, la scène où elle danse dans la pluie de sang. Ouais, c'est pas mal, hein? J'avais besoin dans ma vie de voir une petite fille danser dans une pluie de sang. Alors, il faut absolument que tu ailles consulter des gens quand même à ce niveau-là. J'avoue que j'ai des drôles de besoins.
Mis à part ça, la gamine, moi je trouve que c'est une super actrice. Elle avait joué pour Terry Gilliam dans Thailand juste avant. Oui. Et un film où je l'aime beaucoup, elle a fait plein de petits rôles, de petites panouilles, fait par un Français qui a fait de l'horreur aussi. Est-ce que tu as déjà vu Martyr? Oui, j'ai vu Martyr, évidemment. Eh bien, le réalisateur de Martyr, qui s'appelle Pascal Logier, a fait un film au Canada, dans ta belle province, qui s'appelle The Secret en français, The Tall Man en anglais et Le Secret, Au ce qui est Québec. plus logique, au Québec. Avec l'acteur qui joue dans Pontypool, tac, tout se recoupe, je fais 3 bandes, je retombe sur le machin, tac, tout arrive C'est là. le lien! Le lien sacré. The Tall Man, Le Secret, regardez-le, c'est vachement bien. C'est par le réalisateur de Martyr et de Ghostland. Si tu as vu Ghostland, c'est très très bien. C'est un peu dur, mais c'est très très bien. Et donc, elle joue dedans. Elle a un vrai beau rôle qu'on voit bien. Et oh, c'est très très bien, Le Secret. Oh, regardez Le Secret. Amis du Québec. Amis du Québec, au Écoutez, nom. Le Secret. Et alors, vous dites écoutez, moi je dis regardez-le. Parce que si vous n'avez pas l'image, c'est con quand même. Mais c'est pas grave. Mais si t'as pas le son, c'est con aussi. C'est con aussi. Donc, ouvrez les yeux et les oreilles. Donc, elle Exactement. est très bien, la petite Jodelle. Mais chose que je tiens à préciser, donc, on parlait du rôle de Dahlia Gillespie, qui est la mère de Alessa, la petite fille brûlée. Dans le film, c'est elle la méchante, c'est elle la chef de culte. Ah, mais c'est pas le cas, non. Dans le film, dans le film, c'est Christabella qui est la oui, chef de culte. mais dans le film, elle est pas méchante. Dans le jeu, tu veux dire, Oui, dans c'est le la jeu, méchante. c'est la mère, c'est Dahlia la pas fine. Ouais, mais non, elle est pas très méchante. Enfin, il y a une Ouais. ambiguïté, on sait pas trop, mais. Ben, c'est que dans le film, Dahlia, elle agit plus. Dans le jeu, elle agit plus comme Christabella, la chef du culte, agit. T'sais, elle a utilisé sa propre fille pour. Fait que ça, ils ont changé ça encore une fois, je pense, pour rentrer encore plus dans le thème là, de la maternité, puis de montrer comme la dualité. Mais moi, c'est un changement personnellement que j'ai beaucoup aimé parce que le personnage de Dahlia, genre même si c'est pas là tout le temps, il amène une dimension que le film avait besoin. Ouais. Et puis il y a Alice Krige qui joue. Christabella, la chef de Christabella, elle est culte. super. Alors, pas non plus une immense carrière, mais qu'est-ce que tu dis? Je faisais juste moi qui crache dans sa face. D'accord. Oui, parce qu'elle a vraiment bien joué les femmes détestables. Oui, et moi je trouve que c'est très dur de jouer les gens vraiment détestables. Il faut que tu arrives à vraiment les détester et c'est pas toujours facile. Donc elle est nickel, elle est parfaite. Et alors tu la vois dans le making of, et en plus la nana est assez drôle. Ah elle oui? rigole et tout. Ah ouais. Elle est suspendue par des câbles, elle fait comme si c'était une princesse qui volait. Elle est très drôle et hop, action, pof, et elle est détestable. Puis Je surtout trouve qu'on ce sait talent-là génial. surtout qu'on sait qu'après, elle va se faire couper en deux par la ploune, tu sais. Oui, mais elle est super. Ah! Mais moi, hey, parlant de ça, la scène de la fin avec les barbelés. Alors moi j'aime pas trop, c'est ce que le reproche que je fais au film, c'est la scène de fin. Que je Moi, trouve un je peu la trouve brouillonne. magnifique. L'imagerie, elle est belle. Ça marche, mais il y a un peu de CGI qui gâche un peu le truc. Oui, il y a beaucoup de CGI dans cette scène-là, ça c'est vrai, mais ce que À j'ai côté... aimé. Alors, tu sais très bien que tu parles de ça parce que maintenant on va rentrer dans le dur, Oui, on va rentrer dans le fond, on va rentrer dans le film. oui. Parce que le film, il y a cette scène d'intro avec la petite fille qui dit ah mais Silent Hill, Silent Hill. Allez-y! Et c'est qui me fait penser? Elle me fait penser à Marion Cotillard dans La Môme. Marcel, Silent Hill, Silent Hill. C'est la même chose. Ouais. Mais une fois C'était qu'on arrive, un des bouts qui m'a turné off déjà d'elle, justement. mais une fois qu'on est à Silent Hill, c'est-à-dire au bout de 15 minutes de film, quoi. Oui, ça arrive vite quand même. Là. Ça arrive bien, c'est cool. On nous emmerde pas Oui. avec des conneries. Là, ça démarre. C'est la tension. La petite fille a disparu. La flic et Sharon s'engueulent et tout, machin, comme un vieux couple,
d'ailleurs. On regarde un peu Sibyl cette qui ne croit pas, Sharon, que quelque chose de bizarre se Mais passe je te au dis que début. c'est vrai, mais non, je te crois pas. Et tout, Encore j'écris là, des menottes. encore Arrive là, un... d'habitude, dans les films d'horreur, qui ne croit jamais ce qui se passe? Les hommes. Eh oui. Excuse-moi, c'était pour faire un retour sur le côté. Et là, l'horreur démarre. Et là, l'horreur démarre avec au départ des trucs simples, c'est-à-dire une espèce de silhouette qui avance vers les filles, complètement enchevêtrée. Très peu de CGI hein, sur toute cette partie-là. Mhm. Moi, je croyais que s'il y avait du CGI, pas du tout, ce sont des costumes et c'est Oui. super bien fait. Le premier monstre, là, Ouais. il l'appelait sur le tournage, fun fact, il l'appelait Condoms Man, parce que le Bah, truc dans lequel il était ressemblait à un condom. Genre. ouais. Complètement. Et donc, voilà, première scène choc, et elle marche très bien. Hein. On est sur le cul. Mais Ça avance. tous les monstres sont joués par des danseurs professionnels. Ça se voit. Parce qu'il y a une scène notamment dans les bas-fonds de l'hôpital où les infirmières sont synchrones et tout. On dirait un truc de Bollywood. Tu mettrais une musique de Bollywood derrière, ça marcherait très bien. Est-ce que tu sais comment ils sont arrivés à donner cet effet saccadé-là? Bah, ils ont été entraînés chez Michael Jackson. Non. Au lieu de les filmer pendant qu'elles avançaient, ils les ont filmées, puis elles reculaient au lieu d'avancer, puis ils l'ont fait jouer dans l'autre sens. Ah, c'est bon ça. Et c'est ça qui donnait l'effet comme saccadé, bizarre des mouvements. Écoute, c'est magique. Ben Les ça s'appelle infirmières. de la réalisation et des bonnes idées. Et moi, il y a le moment qui arrive genre 10 minutes, 15 minutes après, où la sirène... Alors, je sais pas si elle existe dans le jeu, la sirène. Si, ça existe. Oui, mais c'est plus... Elle est pas aussi présente. C'est plus un son, genre. C'est plus comme... Ouais. Tu sais, comme oui, c'est là présent constamment. Mais là, la sirène, on dirait une sirène de trucs atomiques qui tombe, tout, machin. Et là, j'ai eu peur. Et là, il y a une vraie scène. Qu'est-ce qui se passe? J'étais terrifié. En plus, je crois que les filles sont séparées, la policière et Sharon. Sibyl et Sharon sont séparées à ce moment-là. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais tendu à mort. Et ça, rien que pour même si ça avait duré, si j'avais trouvé tout le film nul, ce qui n'est pas le cas, mais juste cette scène-là, j'étais complètement happé et je dis, tu m'as vendu le film. Je dis, même si j'ai pas aimé le reste, ça marche. Merci bien. Et il y a d'autres scènes qui marchent très très bien. Ben écoute, ne serait-ce que la scène dans l'école avec Pyramid Head. Exactement. Pyramid Head, monstre iconique de Silent Hill, qui n'est pas dans le premier jeu, qui est dans le deuxième jeu, mais c'est le monstre iconique de Silent Hill. Oui, c'est comme si tu faisais un Mario sans Mario. Ouais, exactement. Ou un Mario Bros où Bowser n'est pas un reptile. Ah, attends, ça, ils l'ont fait. Merde, ils l'ont fait. Non, chut. Next. Mais non, excellent. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Ils ont réussi à amener tous les monstres, les créatures de l'univers du jeu, les faire paraître réalistes. Tu sais, comme, tu sais, les petits-enfants, là, qui l'attaquent au début, là, eux autres aussi, c'est une danseuse asiatique qui est quand même petite, qui les jouait, qui les faisait. C'est elle qui prenait pour faire les mouvements. Même le monstre dans la salle de bain, qui est comme plié en deux. Le danseur était vraiment comme ça. C'est lui qui bougeait. Celui qui fait celui-là, exactement, c'est lui qui a créé toutes les chorégraphies des monstres. Il faut savoir que Christophe Gans avait déjà expérimenté ça sur le Pacte des loups, sur la scène d'intro où une bergère se fait hors champ. On voit pas la bête, mais elle se fait happer par la bête et on la voit se faire déchiqueter, mais uniquement le haut du corps, comme pour rappeler Jaws de Steven Spielberg. Oui. Et il avait pris une danseuse contorsionniste qui pouvait quasiment se plier à l'envers pour que l'effet soit plus saisissant. Mais c'est une excellente idée aussi. Mais la danse, c'est comme un art martial. Hein. C'est un art martial, la danse. Une maîtrise de son corps qui est un truc incroyable. Et les monstres dans Silent Hill nécessitent cette connaissance du mouvement, la connaissance quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire en jeu vidéo quand tu crées un personnage et tu le fais bouger que dans la vraie vie. C'est des mouvements qui sont pas si faciles que ça à faire
si tu n'as pas une connaissance de ton corps, là. Non, une maîtrise, non seulement le Exactement. connaître, mais savoir exactement où se positionner et quel mouvement faire. Tu sais, je te parlais de Michael Jackson tout à l'heure, je pensais au clip Thriller, mais à Oui. l'époque, quand c'était sorti, c'était une révolution, cette danse un peu saccadée et tout ça. Moi, j'avais vu ça la première fois à la télé, où j'étais scotché. En plus, c'était John Landis, le réalisateur du Loup-garou de Londres. Pour moi, c'était incroyable. Oui, c'est vrai qu'ils ont réussi à amener des éléments, même moi qui connaissais le jeu, qu'il y a des scènes que je m'attendais à voir, qu'il y a des choses que je m'attendais à voir. J'ai quand même été surpris. J'ai quand même aimé ce que je voyais. Ils ont réussi à m'embarquer dedans. Tu sais, cette tension-là que tu as vécue au début, même moi qui connais l'histoire, j'ai eu ce « OK, qu'est-ce qui se passe là? » Et est-ce que tu as eu peur? Parce que tu connaissais le jeu, mais est-ce que tu as eu peur? Sincèrement, le bout qui m'a fait le plus peur, moi, c'est vraiment le bout avec Pyramid Head. Genre, c'est ce bout-là que j'ai eu plus de misère. Dans les Parce toilettes? que j'ai quelque chose contre les gros couteaux. Ça aussi, il faut aller voir un psy. Hein. Mais tu sais, oui. Mais tu sais, le bout où il pogne Anna et qu'il arrache la peau, je me suis pas senti si bien que ça, moi. Ouais. Ouais, moi, c'est pas ce que j'ai... Non, quand elle est dans les toilettes, là, j'ai eu peur aussi. Ou dans la chaufferie. Oui. Et dans la chaufferie. Et puis, c'est toujours le moment où, dans les toilettes, c'est le moment où le décor se transforme beaucoup et tout ça. La première fois où que le décor change, on le voit pas, c'est dans le noir. C'est dans la salle de bain la première fois où on voit qu'est-ce qui se passe quand il change. Ouais. Et ça aussi, ça a amené une dimension parce que, tu sais, au début, OK, est-ce qu'ils vont juste tout le temps faire un fade-out noir, puis là, ils vont revenir, puis ça va être un autre monde? Non. Là, on voit le changement s'opérer. CGI fonctionne plutôt bien à ce moment-là. Tant que c'est pas sur décor, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas d'abus, c'est juste ce qu'il faut pour nous dire attention, c'est pas même, on n'est pas dans le même monde. Voici ce qui se passe. Voici pourquoi des fois il y a des grillages puis des fois il n'y en a pas. Mais il y a des trous dans les grillages qui laissent passer les enfants, ça c'est pratique. Ouais, ça non, c'est pas très pratique en fait. C'est pratique quand t'es l'enfant, c'est moins pratique quand t'es la maman. Oui, mais par contre, il y a des trous pile pour les enfants qui savent où les trouver. Ça, c'est le petit truc que je fais. Oh, dis donc, elles sont sur les trous, elle. Ouais, non, mais rapide, mais c'est parce que dans le fond, la petite Sharon, c'est Alessa. Oui. Sharon, tu sais, autant la evil petite fille, c'est tout ce qu'il y avait de mal dans Alessa. Et Sharon, c'est tout ce qu'il y avait de bien dans Alessa. Tu comprends? Oui. Moi, ce que je pense, l'affaire, c'est ça, c'est que il y a cette dualité-là entre les deux, parce que Alessa, elle s'est complètement abandonnée à evil petite fille. Là. Et c'est tu sais, le barbelé, ce qui est coupant, comme le grillage, tout ça, ça représente justement la colère puis la haine coupante de Alessa. C'est pour ça que j'ai aimé l'image des barbelés qui découpent tout le monde, parce que j'ai l'impression que ça représentait très bien la colère d'Alessa, la douleur qu'elle a comme extériorisée d'elle-même, tu sais. Ouais, mais toi, par exemple, tu arrives à, comme tu as joué au jeu, à vraiment identifier les personnages les uns aux autres. Moi, j'ai même pas les prénoms, c'est la mère, la fille, la deuxième mère, la flic, si tu veux. La fille du culte. Voilà, exactement. Alors, quand je suis dans le film, oui, mais quand j'en reparle après, il faut que tu vois, j'ai la fiche derrière. Ah oui, elle s'appelle Sharon, oui, elle s'appelle Crystalnia, et mon cul sur la commode. Je sais plus. Mon cul sur la commode. J'aime ça. Bon. J'aime ça, je m'excuse. Bon, j'avais jamais entendu ça de ma vie. C'est des vieilles expressions françaises. Hein. Les jeunes, ils la connaissent pas. Mais moi, je suis quand même dans l'histoire de... Pour moi, le personnage principal, c'est Radha Mitchell qui va chercher sa fille. Oui. Et je me focalise sur elle. Alors, c'est peut-être un tort, mais je pense qu'effectivement, ceux qui ont joué au jeu, qui sont fans du jeu, ils disent « Ah, mais il y a lui, machin », et connaissent déjà le nom avant que moi. J'adore les enfants, je les appelle les enfants nucléaires, moi, ceux qui se dématérialisent, qui s'effritent au moment de la première sonnerie. Oui. Alors, ils ont certainement un nom dans le jeu. Moi, je les appelle des enfants nucléaires. On dirait qu'ils ont été irradiés et qu'ils se désagrègent.
Je vais être honnête avec toi, à part Pyramid Head, je connais pas les autres noms des monstres. Oh, t'es même pas un bon joueur. Non, mais c'est que Pyramid Head a vraiment frappé l'imaginaire de beaucoup de gens. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, tu sais, mais les autres monstres, ils font plus partie du décor, de l'ambiance, beaucoup. C'est comme, oui, ils interagissent, oui, ils se battent contre, mais c'est plus leur présence autre chose qui est dérangeante. Ouais, non, mais moi, tout me dérange dans ce film, donc tout va bien. Hein. Puis même le côté brouillard, le côté... écoute, moi il y a tellement plein de choses qui sont venues me chercher parce que dans la série de jeux, en gros, ce que Silent Hill représente, c'est que Silent Hill va venir te chercher pour te faire te confronter à tes démons. OK? Oui. Donc, quand tu travailles, tu sais, comme Alessa se fait confronter à ses démons, chacun des personnages vont se faire confronter à leurs démons qui sont semblables, mais différents. Tu sais, comme la policière que elle avait eu cette histoire-là avec le petit gars dans les mines qui l'a beaucoup affecté. Elle se retrouve dans une situation similaire où elle n'a pas autant de pouvoir. Comme chacun des personnages a cette espèce de combat contre ses propres démons, contre qu'est-ce que ça représente d'être ce qu'ils sont. Et c'est beaucoup ça qui se passe dans Silent Hill où si Silent Hill t'appelle, t'es dans la merde parce que tu vas te battre contre tes propres démons. Alors, du coup, ça me fait me poser une question. Là, on va aller dans le... La fin du film? Non, on va aller dans le côté très profond du film. Oui. Est-ce que tes démons ne viennent pas de ta mère? N'ont pas été insufflés, et sans qu'elle le veuille, hein. Je ne dis pas que c'est un truc volontaire. En fait, on ne construit pas ses démons à partir de l'éducation maternelle. Mais c'est ça qui est intéressant avec le personnage d'Alessa Gillespie. C'est-à-dire, à partir du moment où elle décide de s'abandonner à un être démoniaque, elle met au monde deux entités physiques différentes. Sharon, la petite fille, puis le démon, la petite fille démon. Fait qu'elle elle est devenue la mère, d'une certaine façon, de ses propres démons à elle aussi. Démons qui lui sont venus de sa mère et de sa tante, Christabella. Donc, ça serait plus un problème d'hérédité. Il faut se débarrasser du passé de sa mère et de la mère de sa mère et ainsi de suite. Et parce que, si tu veux, moi, j'ai un petit problème. On a le droit de causer sérieux dans ton podcast. Bien sûr que oui. J'ai un petit problème avec la psychanalyse en général parce que c'est Freud qui l'a un peu institué, qui a mis les grandes bases, les grandes règles, même s'il y a d'autres courants. Mais le père de la psychanalyse aujourd'hui, c'est Freud, qui était quand même un misogyne notoire et qui dit quoi qu'il arrive, ça vient de ta mère. T'as un problème, ça vient de ta mère. Je pense pas que tout est reliable à la mère à la base. Hein. Non, je sais. Je schématise. Mais c'est quand même un courant de pensée qui disent, tous les psys disent, alors, comment ça se passait avec votre mère et tout. Et non, c'est pas, tout ne vient pas de la mère. Il y a aussi des rapports avec le père, mais il y a aussi des trucs qui viennent ni de la mère ni du père. Ça peut être ce qu'on appelle l'acquis, qui n'est pas forcément l'inné. Mais tu sais, comme moi, puis si je pense un peu à ma vie personnelle, la plupart de mes gros traumas viennent pas de mes parents. J'ai des choses qui me viennent de mes parents, oui. Tu sais, j'ai mes cicatrices, mais tout ça, whatever. Mais la plupart de mes traumas viennent pas nécessairement de mes parents. Pas consciemment, peut-être. Peut-être que ma façon de réagir à mes traumas, peut-être ça aussi. Mais le personnage d'Alessa, moi, je pense que le trauma général a été causé par sa mère, qui l'a abandonné au bras de sa sœur. OK? Fait que oui, ça, c'est un trauma. Ta mère, la personne que, comme ils disent dans le film, que tu prends pour Dieu, n'est pas là pour te sauver et t'a abandonné et t'a jeté dans un monde de souffrance, de douleur et d'exécution complètement. Et c'est là qu'au bout du compte, elle se retrouve à un moment elle a un choix à faire.
Tu sais, quand je te dis qu'elle enfante la version démoniaque de la petite fille puis la version bonne de la petite fille, elle avait un choix à faire là. Est-ce que je choisis d'être la démoniaque, de m'infuser de la démoniaque vers la vengeance, vers tout ça, ou je décide de m'infuser de la bonne et de peut-être transformer ma vie d'une autre façon, même si je suis dans une situation impossible. Tu me diras que le choix n'est pas si facile que ça à faire, mais c'est quand même le choix était là. Oui, non, mais j'entends. Donc, elle est un peu la mère de son propre choix aussi. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait sens. OK. Parce que des fois, je pars dans des diatribes, puis je sais Ah, pas ben si moi, ça m'arrive. Ça, je fais ça toutes les semaines. c'est bon. Mais c'est ça, puis c'est ça qui est intéressant parce que on a aussi la dualité avec Rada Mitchell, qui est Rose da Silva, qui, en partant, n'est pas la vraie mère de la petite fille qu'elle cherche. Mais elle le dit, j'ai mis mes yeux sur cet enfant-là et je suis senti que oui, j'étais sa mère. Et elle se bat pour ça. Et c'est le contraire d'Alia Gillespie, là, la petite vieille, c'est la petite vieille belle quand elle n'est pas vieille. Parce que c'est là le contraire, parce que elle, c'est son propre enfant qu'elle a abandonné à la souffrance. Et Rose, elle, ce n'est pas son enfant et elle lui dévoue tout cet amour maternel-là. Ouais. Et tu prends, par exemple, la seule figure vraiment masculine dans ce monde-là, parce que Oui. la figure masculine de Sean Ben, bon, elle est vite passée quand même, Oui. c'est Pyramid Head. Oui. C'est la seule vraie figure où on a un mâle, pur mâle, alpha, Oui. et c'est un truc destructeur, quoi. Oui, ben oui, la destruction complète, là. Destruction est-ce qu'il a, j'allais dire l'autorité, mais non, il n'a même pas l'autorité par rapport non, à Christabella. Il a la violence, la grandeur, il n'a que la force physique. Il n'a que genre l'espèce de violence pure, genre. Ouais, mais en même temps, c'est pas lui il ne réagit qu'à une demande. Oui, il ne réagit qu'à une demande parce que c'est pas lui qui est le maître de cette violence. C'est une femme qui est mais il est créé. Ce personnage-là vient de la colère de Alessa, là, la petite fille brûlée. Ce monstre-là est créé par cette colère-là et c'est probablement ce côté masculin-là que, tu sais, il ne faut pas oublier que la petite fille, elle savait pas c'était qui son père. Probablement l'image qu'elle avait de son paternel, c'était quelque chose de grand et elle a été agressée aussi par un autre homme. Donc, pour elle, c'est sûr qu'elle va voir ce côté paternel-là comme étant quelque chose de douloureux et qui va chercher à te transpercer. Alors, est-ce qu'il n'est pas une forme de justice? Je dirais qu'il est une Je dis forme... pas qu'il est forcément complètement mauvais, Pyramid Head. C'est-à-dire qu'il est pas, comme c'est pas lui qui a le contrôle de ce qu'il est. Il a une mission. Oui, mais je dirais pas nécessairement la justice, mais plus la rétribution. Ah, tu veux dire que c'est lui qui applique les châtiments? Exactement. C'est comme... Mais c'est pas lui qui décide des châtiments. Lui, il est juste là dans l'application, dans l'exécution des châtiments. Comme le bourreau qui coupe la tête là, dans les trucs. Genre, puis en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'est pas nécessairement le bourreau, mais plus la hache. Oui, bah oui. Il n'est que ça. Il n'est qu'une. Il est un outil, dans le fond. C'est ça. Oui. Il est une fonction. Exactement. Wow. Il est une fonction. J'adore ça. Je voulais juste amener une autre affaire aussi par rapport à la maternité. Tire la tante, celle qui est la chef du culte. Oui. Elle représente ce côté maternel-là envers les personnes qui la suivent, mais tu sais, une maternité manipulatrice, une maternité décidatrice qu'elle contrôle ces espèces de suiveux. Tu sais, elle les tient dans une espèce de grippe religieuse
qu'elle utilise pour avoir le contrôle sur eux. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve la scène avec les barbelés intéressant à la fin, parce que le fait qu'il lui rentre par la ploune pour la couper en deux, je trouve que moi, ça fait justement ta maternité, ta foi, la façon que tu as dirigé ta communauté n'a amené que douleur. Ta maternité n'a amené que douleur et je rentre la douleur dans ta ploune. Elle n'est pas mère. Donc, je pense que c'est une femme frustrée de ne pas avoir cette maternité. Ah Et oui, donc... mais quand le truc lui rentre par la ploune, elle le dit qu'elle était pure, qu'elle était vierge. Là. Ouais, mais bon, ça, c'est... Je veux dire, j'en ai connu des comme ça qui disaient « Ah, mais non, mais moi, je suis pur, mon corps est un temple et tout ça. » Oui, bon, t'as jamais vu le loup et tu te fais chier, fesses, quoi. Ça compte pas. Non, mais que ça soit les hommes et les femmes, les gens qui revendiquent leur virginité en disant « Je suis une pureté » sont en général des gens frustrés, passé un certain âge, hein, j'entends. Ben, ils sont surtout aussi des gens, si tu considères la pureté, c'est pas avoir de sexe, déjà à la base, je trouve que t'as un problème. Là. Ouais, c'est parce que c'est tellement bien le cul. Enfin, le sexe. Ouais, ben, c'est agréable. C'est quand même j'ai entendu entre les branches. Quoi? Quoi? Entendu la musique? Entendu? Non, mais je pense qu'en fait, c'est comme souvent les dictateurs, les gens qui veulent avoir une emprise sur d'autres personnes sont des gens frustrés qui ne sont pas heureux dans leur propre vie et qui ne baisent pas assez, il faut le dire. Si tu baises, tu fous la paix aux autres et c'est un truc qui est beaucoup mieux. Trump, il suffit de voir la gueule de Melania, il baise pas beaucoup, c'est sûr. Donc, il faut que ce mec... Enfin, il baise, peut-être, mais pas avec de l'amour. Donc, il faut baiser. Il faut baiser, ça évite beaucoup de problèmes et ça n'apporte que des bonnes choses entre personnes consentantes, bien évidemment, parce que sinon, ça amène d'autres frustrations. Donc, qu'est-ce que c'est le problème de Silent Hill? Ce sont des gens qui ne baissent pas assez. Exactement, c'est exactement. Si tu ne baises pas je suis parti sur une autre planète. Si tu ne baises pas assez, Silent Hill t'appelle. Exactement, c'est ça. Donc faites l'amour avec des gens qui veulent faire l'amour avec vous et comme ça vous n'irez pas à Silent Hill. Mais est-ce que ça te dérangerait si je te disais le synopsis du deuxième jeu? Je te dis pas ce qui se passe, juste le synopsis de départ. Oui, mais je l'aurais oublié. OK. En gros, le personnage principal est un homme. Sa femme est morte d'un cancer. Mais il reçoit une lettre de sa femme quelques années plus tard qui lui dit « Viens me rejoindre là où on a eu notre lune de miel. » Et il y avait eu leur lune de miel à Silent Hill. Fait que lui, il va là parce qu'il comprend pas comment est-ce que je peux recevoir une lettre de ma femme morte. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, parce que Silent Hill, c'est une ville minière. Même supposons qu'il n'y ait pas le truc tout cracra, tout beau. C'est une ville minière, quand même, à la base. Déjà, peut-être que c'était beau à l'époque aussi. Peut-être que c'était beau. Tu connais pas le nord de la France, toi. Hein. OK, peut-être que c'était beau pour les États-Unis à l'époque. Ah, peut-être. Mais moi, peut-être qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas la chance d'aller ailleurs. Ce que je voudrais pour le 2, parce que en fait, on va spoiler un peu, hein, mais oui. Pour le 2, en fait, Radha Mitchell, elle est perdue dans les limbes. Elle est dans une espèce de dimension parallèle, mais est-ce qu'elle est morte? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est vivante? On ne sait pas. Je voudrais tellement la revoir, parce que c'est juste pour l'actrice. Même si c'est juste un caméo, non? Ouais, mais non, donnez-lui un vrai rôle. Quoi. Après tout, elle a sa place, quoi. Elle est là, elle est perdue dans les limbes. Ramenez-moi Radha Mitchell. Bon, Sibyl, ça va être dur de la faire revenir. Elle est un peu morte. Oh bon. Oui, juste un peu. En fait, elle s'est transformée en bacon. Ouais. Cette scène finale, et puis il y a toute l'image de la... policier, bacon! Cochon, policier, bacon! C'est un truc qu'on n'utilise pas en France beaucoup, Pig. OK. Non, c'est ça. Nous autres, on dit des cochons. Vous êtes... Ouais, mais nous, on le dit pas. On le dit pas naturellement. Toi, tu l'as, mais nous, les cousins... excuse-moi. Mais pour amener à la fin de Silent Hill, parce que c'est quand même quelque chose d'important, parce que
il y a des gens qui ont pas, qui connaissent peut-être pas l'univers du jeu, que la fin peut te faire comme attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, 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 non. La chose importante à savoir, c'est que tu ne sors jamais de Silent Hill. Ah ouais, alors Tu ne ça, peux par pas exemple, t'échapper une de fois que t'es Silent Hill. entré, tu peux C'est- pas ressortir. Non, c'est fini. Oh, mais ça, Et c'est chiant parce que ça me spoil, en fait, l'image du 2. Je sais que le 2, ah, après, ils attends, peuvent... attends. Encore là, il y a beaucoup de. Ben, puis chaque jeu a des fins différentes, tout dépendamment de ce que tu fais. Là. Et tu sais, et plus tu me le dis, plus je suis content de ne pas avoir joué au jeu. Comme ça, les jeux, je pourrais y jouer après, mais moi, je vais découvrir les films, comme on l'a dit, vierges. Oui. Mais encore là, il y a des fins qui sont. Dans le 2, il y a des fins que je suis comme. Il y a une fin en particulier que il faut qu'il fasse cette fin-là parce que ça va être. En tout Il cas, bref. faut, d'abord, ils vont pas te demander ton avis. Non, non, mais ça serait la meilleure fin pour un film comme Silent Hill. Mais spoil pas. Hein, par contre, Non, tu non, ne c'est pas. spoil pas. Je dis pas, c'est pour ça que je dis rien. Je dis juste qu'il y a une des 6 fins qui serait la meilleure fin. Puis Ah, il y a non, c'est 6 pas la fins. fin avec les extraterrestres. Il y en a une avec des extraterrestres. Chacun des jeux Silent Hill a une fin avec des extraterrestres. Ouais, mais ça, c'est pour rigoler. Ouais, non, c'est la fin conne, là, tu sais. What the fuck. C'est la fin what the fuck, ouais. Mais en tout cas, bref. C'est jamais, ça sera jamais la fin iconique, la fin officielle, c'est clair, là. Bref, mais dans le fond, c'est que tu quittes jamais Silent Hill. Fait que quand elle s'en va, c'est que, tu sais, quand il se regarde, là, Sharon, puis la version démoniaque d'Alessa, je pense que quand ils se regardent à la fin, je pense que les deux refusionnent ensemble. Les deux redeviennent un. Autant avec les bonnes parties que les mauvaises parties. OK? Mais l'affaire, c'est que cette petite fille-là a réussi à exister en dehors de l'univers sur une petite période de temps, mais elle a toujours été rappelée à Silent Hill. Ça lui coûtait d'être en dehors de l'univers. Et je pense que cette réunion-là entre les deux a agrandi l'univers de Silent Hill, ce qui fait qu'elle a pu se rendre jusque chez elle, mais toujours dans cet univers parallèle-là. En fait, c'est comme quand tu vas à un dîner chez tes parents, t'es pas vraiment toi-même non plus. Exactement. T'es obligé d'être un peu ce que tes parents attendent de toi. Et tu leur dis pas, ouais, mais moi, à côté, je fais wouhou, j'ai une vie dissolue ou une vie qui ne vous conviendrait pas, mais qui est Exactement. la mienne. Tu vas rarement voir tes parents en disant moi, pour avoir un orgasme, il faut que je me déguise en canard puis je m'assoie sur la face de quelqu'un. Alors, il va falloir qu'on en reparle, ça peut-être, mais hors émission. Il faut vraiment que tu vois des gens, hein, quand même. Mais je parlais pas d'expérience personnelle. Je sais pas. Mais la manière dont tu l'as dit, quand même, ça sortait le vécu. Non, je tiens à préciser que non. Cela dit, ça me donne des idées. Ah, écoute, si je peux alimenter ta vie. Je vais peut-être essayer le canard ce soir. Quack. Ah, c'est Coin, coin. le bruit du lit qui grince. Quack. Coin. Mais bref, c'est ça. Il y a ça comme ce côté-là que tu ne peux pas te sauver de Silent Hill. Et c'est un peu, tu sais, comme dans le deuxième film, chose qu'on peut peut-être montrer, mais il explique à un moment donné dans le deuxième film que Sharon a réussi à trouver un talisman pour sortir la petite fille du truc. Que depuis ce temps-là, ils sont à la course, tout ça. Mais dans le film, c'est que dans le premier jeu, le père et la petite fille réussissent à s'en aller, mais ils sont toujours rappelés à Silent Hill, puis ça leur en coûte physiquement, puis tout ça d'être dans le vrai monde. Ça les détruit d'être dans le vrai monde, tu comprends? Quelle merde. Il y a un peu ce côté-là qui est un peu... mais la raison pour laquelle je pense que c'est comme ça, c'est je pense qu'il y a une façon de sortir de Silent Hill. Je pense qu'il y a une façon de sortir de Silent Hill, puis c'est d'être capable de vaincre ses propres démons. Ah, tu veux dire... c'est pour ça que moi, j'en sortirais. Ben, dans le sens où... Mais moi, je pense que peut-être justement que
cette fin-là aussi amène comme il y a autre chose. C'est comme, oui, vous avez combattu ces démons-là, vous avez gardé ça, mais il y a autre chose. Donc, c'est une philosophie platonicienne qui est connais-toi toi-même. À partir du moment où tu te connais toi-même, tu acceptes tes défauts, tu acceptes ta part evil. On a tous une part evil. Ta part d'ombre, oui. Ta part d'ombre, tu dis, ok, ça fait partie de moi, je le contrôle. Le mieux, c'est de le contrôler quand même un petit peu, hein, Oui. de le réfréner. Je veux dire, on est tous soumis à des pulsions, hommes ou femmes. Hein, je tiens à dire, hommes ou femmes, on est tous soumis à des pulsions et des mauvaises pensées et tout ça. Ce qui nous différencie des connards, c'est qu'on les contrôle. C'est qu'on les réfrène. Puis on a toutes des pensées intrusives. Mais bien sûr. Et au mieux on se connaît, au mieux on les contrôle. On laisse les gens libres et on se connaît soi-même et on apprécie les gens pour ce qu'ils sont. Et si on ne les aime pas, on ne les voit pas, c'est tout. Foutez la paix aux gens. Laissez les gens tranquilles. S'ils veulent aller dans Silent Hill, qu'ils y aillent, c'est leur problème. Moi, pour l'instant, pas chaud. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Moi, je pense que j'aurais peur d'être mis face à face à mes démons. Mais non, au contraire. Mais non, il faut les affronter, il faut leur dire bonjour. Je veux dire dans une représentation physique de. Ouais, bon, ça doit te ressembler en général. Hein. Non, mais c'est parce que dans la base, c'est que, tu sais, on rit tantôt puis on dit qu'il faudrait que tu vois quelqu'un, mais tu sais, je veux dire, je suis une thérapie dans la vie, là, j'en fais une. J'ai une psychologue, j'ai mon vécu quand même, puis tu sais, tout ça. Puis j'ai appris à connaître mes démons assez pour savoir que s'il y avait une représentation visuelle de ces démons-là, ils feraient peur en tabarnak. Oui, mais moi aussi, j'en ai fait une. Elle a été assez rapide d'ailleurs. Inch'Allah. Mais je sais que mes démons, je pourrais jamais les voir physiquement. Donc, au pire, un mec qui me ressemble et qui serait con. Sauf si tu vas à Silent Hill. Ouais, mais c'est pas prévu. J'ai pas le temps. D'abord, j'ai un autre truc à faire. Moi, j'ai déjà booké mes vacances en Espagne, donc ça sera pas pour cette année. Ouh, l'Espagne. Avant qu'on concluse, avant qu'on arrive à la conclusation, est-ce qu'il y a Quand je pense que vous êtes censé parler français mieux que nous, hein, les Québécois. La conclusion. Une conclusion, c'est pas mal aussi. Ouais, non, mais écoute, j'ai un problème de... Mon français n'est pas le même que celui du dictionnaire. J'aimerais savoir. Demande-moi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses qui mériterait d'être mentionné par rapport à Silent Hill? Moi, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans Silent Hill, c'est les décors. Je les trouve merveilleux. Magnifique. Ils sont magnifiques. Et à aucun moment, je suis en train de me dire « Ah, ça, c'est du studio. » Mais c'est beau! Et voilà, c'est-à-dire que ça soit les décors, les acteurs, la réalisation et tout, je suis pris dans ce monde et j'y crois. Donc c'est ça l'essentiel. Tout est crédible. Mais c'est ça, tu crois aux trois univers. Autant tu crois au monde réel que tu crois à la réalité dans la brume, que tu crois à la réalité métallique. Et voilà, moi c'est un ensemble de choses, que ce soit les acteurs, la réalisation, la direction artistique, les décors, les effets spéciaux en général. Bon, il y a 2-3 panouilles CGI, mais c'est des détails, c'est pas très grave. Mais tout ça apporte, et voilà, à partir du moment, vraiment, pour moi, le film démarre vraiment, c'est normal, il y a une mise en place avant. À partir du moment où elle rentre dans Silent Hill, je suis dedans et je les accompagne et je suis avec elle. À aucun moment, je me dis, ah, ça marche pas. Et donc, pour ça, merci, quoi. Merci beaucoup de m'avoir emmené dans un monde horrifique, certes, mais de m'avoir emmené ailleurs, en dehors de mon salon, que ce soit devant une télé, devant je sais pas quoi. Mais merci de m'avoir transporté. Et pour ça, cool. Je dis bon film, moi. Suite à notre conversation, au début du podcast, tu avais donné une note de 3,75. Oui. Est-ce que ta note a changé? Non. La mienne non plus. Donc, nous restons avec un
3,75 de ton côté et un 4,6 du mien. Est-ce que tu peux me faire ta critique en 3 phrases seulement? 3 phrases, je les compte. C'est un film de femme qui a des couilles. C'est beau à tomber par terre et c'est bien réalisé. Surtout, il y a des scènes qui font vraiment, vraiment, vraiment peur. Et ça, pour un film d'horreur, c'est quand même vachement bien. Excellent. Vous allez pouvoir aller voir la combination de nos 2 notes, la moyenne de nos 2 notes, ainsi que la critique en 3 phrases sur le Letterboxd de Premier Kill, auquel vous pouvez vous abonner si vous voulez ou pas. Vous allez voir les films qui ont été vus et peut-être que si vous fouillez, vous pouvez peut-être deviner les films qui s'en viennent dans le futur. Peut-être. On sait jamais. On ne sait jamais. Et là, je t'amène vers la dernière question que je vais te poser pour ce podcast. Ça, tu me l'avais pas dit. Ah non, ça, c'est une question surprise. Vas-y. La question surprise est, je compte te réinviter dans le futur parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Pour ta prochaine visite, je te donne le choix, mais tu dois le faire maintenant. D'accord. Est-ce que nous allons écouter Silent Hill 2 ou faire une nouvelle pige? Une nouvelle pige, s'il te plaît. Je me doutais un peu de ta réponse. Pas cette merde. Parce que ça va être un podcast très court. Et j'ai pas envie de le revoir. Détesté. Et j'ai pas envie de le revoir. Et maintenant, j'aimerais, chers auditeurs, chers killers, chers vous, demandez-vous, si Silent Hill vous appelait, si vous ne pouviez pas résister à l'appel de la ville fantôme et démoniaque, y survivriez-vous? Posez-vous cette question parce que, dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? T'as pas oublié de me demander la note? Non, on va y aller un petit peu après quand on va commencer à parler du film. C'est ça. Oui. Ok. Et donc, oui, excuse-moi, j'avais perdu quelle question j'étais rendu. Excuse-moi. Tu sais, puis comme tu disais, elle a un côté plus son côté maternel à elle, comme on mentionnait dans l'enregistrement qui s'est perdu, est un peu plus. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Elle a. perdu? Non, je sais pas. Bon. Est-ce que j'aurais oublié d'appuyer sur un bouton? Bon, non, mais non, pas toi. Jamais de la vie. C'était. Excuse-moi, un petit bâillement. Bah, si je t'emmerde, tu le dis. Non. Je déconne. C'est la journée de travail qui a été dure. Et tu crois que j'ai pas travaillé, moi? Oh, Steve Callis, fallait que je change l'eau des olives. J'ai comme les cheveux ici qui ont comme. Non, mais t'occupes pas de tes cheveux, c'est pas l'heure. Allez, on avance. Là. Oui. Bon Dieu. On s'est tous déjà demandé qu'est-ce que ça ferait si je tirais sur le piercing de ma blonde de cette personne-là pour l'arracher. On s'est tous déjà demandé ça. Mal. Je pense que ça ferait mal. Mais si, il y a un monstre qui fait caca sur les héros. Mais ça, c'est le seul truc positif. Tu t'en souviens ou pas? Oui. Et voilà, il fait caca. Je me souvenais pas avant que tu le dises. C'est pas la première image. Et tout d'un coup, tu m'en as parlé et j'ai eu le flash. Oh, wow! Mais cela dit, je vais donner envie à des gens d'aller le voir.